C'est bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons parler de la réduction du train de vie des institutions, où en est donc la mesure voulue par le président de la République depuis le 31 janvier dernier, où il a donc demandé aux animateurs des institutions de l'État de réduire leur train de vie afin d'apporter un soutien maximum justement aux FARDC qui sont donc au front à l'est de la République démocratique du Congo. Où en est donc cette mesure? Quelles sont les stratégies concrètes pour une réduction effective? Et puis la classe politique ultra-budgétivore, et ça on le sait, et qui consomme plus de 70% du budget national, est-elle prête, cette classe politique, à ces sacrifices? Et puis toujours la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui est submergé par les sanctions, l'Union européenne, l'Allemagne ou même la France. Peut-on parler d'une réussite diplomatique de Félix Tshisekedi, mais pour quel résultat sur le terrain? Autant de questions que nous allons tenter de relever au cours de ce numéro d'Ici Direct. Avec vous, M. Mbouy Makolo Patrick, vous êtes visionnaire de l'ONG Cri d'Alarme Sauvons les Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Sefou. La génération Cri d'Alarme Sauvons le Congo est au service du peuple et tient à cri et à corps à sauver le Congo, parce que c'est la mère patrie et nous n'avons pas une autre patrie. Hein? Ouais. Alors nous nous battons bec et ongle pour que nous puissions retrouver les limites de nos frontières, c'est-à-dire que le peuple congolais puisse vivre dans la paix, dans la quiétude, dans la sécurité. Monsieur Josué Kazadi, analyste politique, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Claude, c'est encore un plaisir de partager ce plateau avec mon co-débatteur de ce soir, oui, d'éclairer la lanterne de notre population et donner notre avis sur la marche à suivre en ces temps de guerre. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Allez, avec vous, M. Mbouy Makolo Patrick, c'est depuis le 31 janvier dernier que le président de la République avait demandé aux animateurs des institutions de l'État et du coup au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre la mesure visant à réduire drastiquement les trains de vie des institutions afin d'apporter justement le soutien au FARDC. Est-ce que vous, depuis ce jour-là, vous avez senti que la classe politique s'est bougée pour appliquer cette mesure? Réduire drastiquement les mesures, le train de vie des institutions, ça c'est le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est ce qui doit être appliqué. Et ça s'applique déjà, pourquoi? Parce que, si vous remarquez, nous sommes dans un état de guerre, un état exceptionnel. Okay. Et les dépenses telles que ça se faisait selon les lignes budgétaires, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus comme ça se faisait auparavant. Regardez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dépenses où on a essayé un peu de ralentir parce que le chef de l'État avait donné les directives pour qu'on ne puisse même plus engager les gens, qu'on ne puisse plus multiplier les dépenses, hein, donc plus de nominations et tout ça, c'est-à-dire on est un peu en stand-by. Et je crois que cette mesure est déjà d'application, même si les fruits ne sont pas encore palpables, mais la mesure est déjà d'application parce que on ne fait plus des dépenses des millions pour dépenser pour les sautes des moutons et consorts de manière non contrôlée. Donc, je crois que, on informe plus. Non, mais oui, mais c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est d'abord la guerre, c'est la sécurité qui prime sur l'ensemble des dépenses que l'on doit effectuer. Parce que lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, tout est en péril. Alors, c'est ça. Donc, le train de vie. C'est un début. Donc, je crois que nous allons là vous regardez cette caméra, vous dites à la population que la réduction du train de vie des institutions est déjà applicable en République démocratique du Congo. La mesure est déjà annoncée. Okay. Ce n'est pas tout de suite. Vous savez, le pays est vaste et les institutions s'occupent de beaucoup de problèmes. Tout à fait. Alors, ce n'est pas du tic au tac. Nous n'allons pas constater cela déjà aujourd'hui, mais l'essentiel était que la mesure soit prise. Et tout est sous contrôle, c'est-à-dire il n'y a plus de dépenses de luxe, des dépenses juste pour faire des fantaisies. Non, ici maintenant, tout est contrôlé. D'abord, c'est
la priorité numéro 1, c'est la sécurité nationale, l'intégrité du territoire national, et on doit veiller à ce que le peuple soit dans la paix et qu'il y ait aussi une bonne vie de la population, c'est-à-dire que chaque population trouve quand même quelque chose à mettre sous la dent, et je crois que c'est ce qui préoccupe pour l'instant vraiment la politique du pays. Merci. Monsieur José Kazadi, vous avez cette impression que voilà, depuis l'accélération justement de la détérioration de la situation à l'est de la RDC et ces discours du président de la République, vous sentez vraiment que ouais, la classe politique, elle a quand même réduit ses dépenses et désormais tout c'est pour la guerre? Il faut dire aujourd'hui ou ici à notre population que le président n'est pas l'autorité budgétaire de ces pays. Ouais. Le président est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il a constaté qu'il fallait concentrer beaucoup de moyens pour l'effort de guerre. Et cela passe par la réduction des trains de vie des institutions. Et lui oriente les chefs des différents corps. Ce n'est pas à lui de réduire. Tout à fait. Il y a déjà un budget qui a été voté l'année passée qui doit entrer en vigueur au mois de mars, promulgué par lui. Et s'il a fait cet appel, c'est pour interpeller aujourd'hui l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Et celui qui effectue les dépenses, le gouvernement, pour leur dire, messieurs et dames, vous devez réfléchir autrement sur ce que nous avons décidé comme budget. Ça veut dire aujourd'hui, c'est déjà le mois de mars. Je pense que d'ici le 15 mars, c'est déjà la rentrée parlementaire. Et la logique serait que le Parlement se penche sur le projet de budget qui a déjà été promulgué pour nous donner un projet de budget rectificatif qui va concentrer beaucoup plus de moyens à l'effort de guerre et ainsi réduire les trains de vie des institutions. Quand vous dites, comme ça, vous surtout en tant que journaliste, la réduction des trains de vie des institutions, pour les communs des mortels, ça veut dire que non, le président ne doit pas voyager. Bon, c'est vrai, il y a des mesures drastiques qu'on devrait prendre, comme vient de le dire mon co-débatteur, notamment les affectations, les nominations. Mais nous savons tous que d'ici là, il y a un remaniement qui va être effectué. Il y a le conseiller du président en matière de sécurité qui y travaille. Et quand il va sortir la monture du gouvernement qu'il va proposer au président, il va falloir remercier ceux qui ont œuvré. C'est l'argent de l'État pour installer la nouvelle équipe. Nous pensons que dans ce qui sera fait, parce que ça doit être fait, cela passe aussi par la réduction de la taille du gouvernement. Nous avons milité pour ça plusieurs fois. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est l'occasion que nous puissions réduire la taille de nos institutions, particulièrement le gouvernement, parce que nous savons que plusieurs ministères sont à cheval, alors qu'il y a un ministère qui peut exercer ce que nous avons aujourd'hui, 2, 3, 4 ministères. Il faudrait qu'on réfusionne ces ministères pour que ça va nous permettre de réduire, quand on annule 2, 3 ministères, c'est le fonctionnement de ces ministères qu'on réduit, c'est le paiement des agents affectés à ces ministères. Mais c'est aussi beaucoup de pouvoir qu'on donne à une personne. Non, ce n'est pas beaucoup de pouvoir parce que nous sommes en temps de guerre, on ne doit plus nous les mentir. On doit nous donner des technocrates. Et un technocrate, c'est quelqu'un qui est à mesure de prendre plusieurs problèmes au même moment et les résoudre. Et c'est ces gens dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas donner beaucoup du pouvoir au chef de l'État. Sinon, le chef de l'État allait décider de lui-même que désormais, on réduit. Le budget a été voté, je crois, c'est 18 milliards. On prend 8 milliards, on affecte à l'armée. Mais parce qu'il y a une suite logique, il s'est référé à qui des droits pour qu'à ce niveau, qu'il réfléchisse pour nous ramener dans ce que le président souhaite. Alors, M. Mbouy Makolo Patrick, il y a l'ONG Ebouteli qui avait estimé que la classe politique en République démocratique du Congo est tellement budgétivore, par exemple, elle consommerait 70% du budget national, et tout l'argent du budget part dans le fonctionnement des institutions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que notre classe politique est-elle assez mature pour se sacrifier ainsi et que le Parlement, d'ici, il va se réunir, il va consacrer justement cette mesure du président de la République? Bon, votre question est pertinente, mais la classe politique, mature ou pas, elle doit respecter le mot d'ordre donné par parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle quand même de cette expression de réduction du train de vie des institutions. On en connaît. Hein. D'abord, qu'est-ce que le train de vie
des institutions. C'est-à-dire, c'est la manière de faire des dépenses. C'est le mode de vie. On doit essayer de savoir qu'on n'est pas pendant la période des vaches grasses où on doit dépenser comme ça, on voyage, on fait des villégiatures. Non. Donc ici, si c'est un voyage, que ça soit pour l'intérêt de la sécurité nationale, de l'intégrité du pays. Donc, c'est-à-dire, les dépenses sont contrôlées et on ne doit plus les faire de manière comme si on est pendant une période où tout va bien. Donc, c'est pour cela que je dis que le chef de l'État a déjà donné le ton. C'est ce qui est le plus important. Et la suite, c'est quoi? C'est le suivi de ce qu'on a donné comme ton. Et tout le monde doit se mettre en ordre et savoir que, pour l'instant, d'abord, c'est la sécurité, c'est les phares d'essai, c'est achat des armes, c'est achat des avions, si cela est possible, et ainsi de suite, des chars de combat pour faire face à l'ennemi qui est en face, qui ne blague pas, qui ne badine pas, qui prend les choses au sérieux, qui s'est d'ailleurs très bien préparé pendant pendant un long moment, pendant que nous, on était peut-être dans les villégiatures et dans la danse et consorts, par exemple. Donc, c'est pour dire que le ton est déjà donné. C'est ça la vision que le chef de l'État a donnée, la ligne de conduite. Tout le monde doit se mettre dans ces rangs-là. Et puis, il a annoncé qu'il y aura le remaniement ou le renouvellement du gouvernement. Ou le gouvernement de l'Union nationale. Alors, ça c'est un remaniement. Est-ce que ça sera carrément un nouveau gouvernement? Vous voyez, c'est ça. Donc, tout cela, il faut le savoir. Et on doit faire en sorte que tout puisse se marier à la vision que les chefs de l'État venaient de décider. Donc, c'est-à-dire, on ne doit plus d'abord mettre l'accent sur peut-être la construction des routes, ce n'est plus la priorité numéro 1. Peut-être le village agricole, tout ça, ce n'est plus la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est battre l'ennemi, trouver avec quoi battre l'ennemi, payer les militaires qu'ils soient motivés pour affronter l'ennemi. Voilà, donc c'est ça. Et essayer de recouvrir les territoires, les pans du territoire national qui sont entre les mains de l'ennemi aujourd'hui. C'est un désordre. Donc, et aussi, vous devez savoir que quand l'ennemi a pris les pans qu'il a déjà pris, il y a de l'argent. L'État est en train... Il y a du manque à gagner. Donc, vous voyez tous les désordres qu'on a mis à la frontière, les impôts, on ne sait plus les récolter. Alors, tout ça, ce qui fait que l'État est grand perdant. Et compte tenu de tous ces aspects, parce que c'est le manque à gagner, l'État, c'est-à-dire, a vu ses avoirs diminuer. Donc, c'est-à-dire, il faut maintenant gérer le peu qu'on a avec parcimonie. Donc, c'est pour cela qu'il a annoncé cela. Maintenant, par expérience, parce que vous êtes grand observateur de la politique, vous en êtes d'ailleurs un. Pensez-vous que cette mesure du président, ce vœu sera exaucé, puisqu'on connaît comment notre classe politique fonctionne? On n'est pas à un moment où on doit rester dans la distraction, où on peut blaguer. Parce qu'ici, il y a péril lendemain et tout le monde doit prendre les choses au sérieux. Tout celui qui veut prendre un autre chemin, je crois qu'il sera assimilé à l'ennemi. Donc, c'est pour vous dire que cette ligne de conduite que le chef de l'État vient de tracer, c'est en âme et conscience. Et c'est apprendre à laisser. Donc, il faudra que tout le monde puisse diminuer les dépenses dans son ministère. Et même l'autorité budgétaire ne va plus donner des autorisations comme ça, sans l'aval de la personne attitrée. Donc, je crois que le train de vie, c'est un engagement. Et comme mon co-débatteur a dit aussi, cela doit impacter même la réduction du gouvernement, de l'équipe gouvernementale. La taille du gouvernement, oui. La taille du gouvernement doit nécessairement diminuer parce que ça ne sert à rien de multiplier. On doit trouver des bagarreurs, on doit trouver des véritables vertébrés qui puissent quand même essayer d'être des polyvalents pour gérer même 4-5 ministères, voilà, et donner des solutions adéquates parce que le temps l'air est grave, alors il faudra utiliser la politique de nos moyens. Merci. Monsieur José Kazadi, voilà, notre classe politique, elle est réputée budgétivore, et ça c'est clair, déjà à la présidence, descendant dans toutes les autres institutions. Est-ce que cette classe politique est-elle prête au sacrifice dont on parle aujourd'hui? Il n'y a pas question à être prêt
ou pas. Ce n'est pas une demande que le peuple ou le président fait à toutes ces institutions, mais c'est un impératif. Aujourd'hui, déjà, je vais vous dire, comme mon débatteur venait de glisser là-dessus, les pays étant occupés dans sa partie Est, et notre système fiscal qui est déclaratif, nous savons tous que l'État se nourrit des impôts et des taxes. Alors que nous savons que là-bas, qu'il y a déjà un système parallèle qui est mis sur pied, ce qui empêche à l'État d'avoir le moyen de sa politique. Et déjà, nous devons savoir que le budget tel que conçu est amputé, il sera amputé. Et avant même que nous puissions parler de concentrer les efforts, concentrer les énergies sur l'effort de guerre, nous devons d'abord constater cela et nous dire qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir. Et que faire? Il faudrait réduire des dépenses. Mais le président, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Les dépenses, oui, nous devons les réduire, mais pour concentrer l'argent à quoi? Pour concentrer l'argent à la défense. Donc, le président lui-même, même au sein de son cabinet, nous pensons qu'il devrait aussi réduire la masse salariale au sein de son cabinet, réduire impérativement la masse salariale au sein même de l'administration publique, parce que nous savons qu'aujourd'hui, vous nous dites que le budget est consommé à 70% par le gouvernement. C'est parce qu'aujourd'hui, au Congo, le gouvernement s'est fait le plus grand employeur, ce qui n'est pas logique. Et les gens pensent que pour être riche, il faudrait faire la politique. Alors que pour être riche, il faut faire des affaires. On pense et les gens vont en politique pour faire des affaires. Là, le président a besoin de s'entourer des gens qui ne sont pas là pour faire des affaires. Ils sont là pour servir l'État. Et pour servir l'État, on n'a pas besoin de gagner sous l'État. On a besoin de donner le meilleur de soi-même pour que l'État survive. Aujourd'hui, nos militaires, nous savons et qui sont motivés de la manière dont c'est fait, pour ne pas dire ils sont sous-payés, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour défendre la patrie. Cela devait être l'implémentation à tous les niveaux. Quand on dit réduction des trains de vie des institutions, ce n'est pas dire que le président les payait $100 000, maintenant on va le payer $10 000. Non, on peut le payer $10 000, mais il y a d'autres avantages. Ce que nous voulons, c'est réduire certains avantages et focaliser les moyens à la guerre. Voilà, mais M. Mbouimakolo Patrick, vous aviez tous deux parlé de ces gouvernements qui s'est fait attendre, puisque c'est encore à l'étape embryonnaire de l'Union nationale, c'est pour bientôt. Quand on parle réduction du train de vie des institutions, et du coup on évoque gouvernement d'Union nationale, encore une fois une question par expérience, connaissant notre classe politique, quand on consulte tout le monde, c'est pour que tout le monde se retrouve dans ces gouvernements. Est-ce qu'il n'y a pas une adéquation des propositions là? Non, mais vous savez... le gouvernement d'union nationale, c'est pratiquement le gouvernement de cohésion. C'est la cohésion nationale. Donc, c'est-à-dire, cette cohésion n'est pas due, elle ne sera pas due au fait que quelqu'un se retrouve dedans. Non. N'est pas dit seulement qu'il y ait la représentativité de chacun. Non. C'est-à-dire, cette cohésion, c'est-à-dire, on s'ouvre, qu'il y ait quand même la vie de chacun, c'est-à-dire la vie de chacun. La vie de chacun, ça ne veut pas dire qu'on va prendre tout le monde. On peut prendre par bloc. Comme par exemple, nous avons le bloc opposition. L'oppositionnel peut trouver 2-3 candidats, par exemple. Et on peut prendre l'union sacrée, ancien format, parce que il y a aussi il y a aussi le changement au niveau du présidium de l'Union sacrée. Donc, c'est-à-dire que ça sera l'Union sacrée rénovée. On peut prendre aussi 2-3 candidats. Et on peut prendre aussi au niveau de la société civile, force vive et tout ça. 2, 3, 4, 5 candidats. Voilà. C'est ce qui fait la cohésion. Parce qu'on ne doit pas toujours garder les bras de fer. Ça, c'est pas théorique, ça. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est ça la science politique. C'est-à-dire, on ne vit pas toujours à couteau tiré. On essaye un peu de se mettre ensemble. On dit, voilà, vous serez représenté par 2, 3, 4 personnes. Votre groupe aussi sera présenté par 2, parce que normalement, on n'a que 3 groupes. Il y a les centres, il y a les deux qui s'opposent totalement. Tout à fait. Donc, c'est ça. On n'a que 3 groupes. Alors, quand on se retrouve dans ces groupes-là, dans ces 3 groupes, on prend quelques personnalités qui peuvent représenter l'ensemble du groupe. Ce n'est pas que chaque tribu sera représentée, ce n'est pas que chaque province doit nécessairement être représentée. Non, c'est-à-dire, on crée cette cohésion, on essaie d'avoir de travail pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt individuel ou bien l'intérêt groupal, pour que seulement l'Union sacrée gagne.
ou seulement que l'opposition gagne. Non, non. Je renchéris. Voilà. Est-ce que c'est même important qu'on ait ces gouvernements d'union nationale? Oui, c'est très important pendant ce temps. Lorsqu'il y a péril en demeure, on essaye d'abord de sauver la nation. Parce que c'est la patrie qui prime sur nos querelles byzantins. Hein? Donc, c'est-à-dire, ou intestinaux. Donc, on essaie un peu d'oublier ce qui nous divise. On essaye de voir la même direction parce que là, tous nos efforts, toutes nos énergies seront convergées vers la poursuite de l'objectif principal. Merci. Qui est celui de recouvrir d'abord l'intégrité du territoire national, sécuriser le pays, chasser l'ennemi. Voilà, c'est ça le but commun. Au lieu qu'on soit là en train de s'entre-déchirer, gaspiller, faire le gaspillage des énergies inutilement. Merci. Parce que nous voulons seulement que notre voix passe et pas plutôt que celle de l'autre. Voilà, donc c'est ça la cohésion nationale. Merci. Monsieur Josué Kazal, les deux questions aussi à vous. Vous pensez déjà que c'est opportun qu'on ait ce gouvernement-là et puis gouvernement d'ouverture et puis réduction, est-ce que c'est compatible? Je commence ma réponse par une conclusion. Ok. La Constitution stipule que le président est le symbole de l'Union nationale. Oui. C'est pourquoi il est élu au scrutin universel direct. Ça veut dire quand tu es président de la République, tu représentes tous les mouvances, que ce soit ceux de l'opposition, ceux de la société civile, comme il est, et ceux même de la majorité. Tu es l'église au milieu du village. C'est ça ma réponse. Voilà, c'est une bonne réponse. Là, maintenant, je rentre pour vous dire. Oui. J'observe la politique depuis très jeune, quand il y a eu le gouvernement 1+4 ou la présidence 1+4. Et aujourd'hui, je peux tirer les leçons de ce que j'ai appris depuis le 1+4. Je me rends compte que chaque fois qu'on a parlé de gouvernement d'union nationale, au lieu de nous unir, ça nous a encore déchirés. Pourquoi? Parce que ces gouvernements ressortent toujours de frustrés, même là où on a puisé. Je vous donne un exemple. En 2015-2016, il y a eu ouverture. Le président Kabila a fait l'ouverture avec l'aide de la SEMCO pour gérer les glissements. Tout à fait. Il a puisé dans l'opposition la plus farouche qui était l'UDPS. Qui est-ce qui a été pris? C'est M. Bruno Tshibala. Et l'UDPS n'a plus reconnu Bruno Tshibala. Je ne suis pas de l'UDPS, je ne sais pas pourquoi. Bon, il était déjà soupçonné bien avant. Avant cela, il y a avec la mouvance présidentielle. Il y a eu consultation avec Eden Kodjo. Et il se murmurait déjà que Kamere serait Premier ministre. Et au finish, il n'a pas été Premier ministre. Ça a créé encore des fissures. Pour entrer en 2004, bien que nous étions trop petits, rapidement, jusqu'à aujourd'hui, l'UDPS s'est dit avoir été berné à Sand City parce qu'il devait aussi avoir une place à la présidence qui a été donnée à le nom est parti, à l'un des vice-présidents qui était chargé des socioculturels, Zaïdi Ngom. Cela a déchiré davantage le pays. L'UDPS a continué à marcher pour amener à ce qu'il y ait élection, qu'on finisse avec ce gouvernement. Aujourd'hui, on a vu le pouvoir en place parce qu'on ne doit pas se tromper. La justice dépend aussi du pouvoir parce que la justice est rendue au nom du chef de l'État et du peuple congolais. On a vu certaines personnalités être remises en liberté. Tout de suite, les réseaux sociaux ont spéculé, tel sera ministre de la Défense, tel sera Premier ministre. Et au finish, nous entendons certains membres de l'opposition dire « Non, nous refusons la main tendue ». Alors que quand on parle de l'unité nationale, il n'est pas question de la main tendue parce que, étant fils de ces pays, membres d'une même maison, quand il y a un problème, on n'attend pas que papa t'appelle. On va vers papa pour dire « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ici, on doit faire ça. » Et quand ça marche, on ne va pas crier sur le toit, dire aux voisins « C'est moi qui ai donné à papa cette idée. » Non, c'est papa qui nous gouverne tous, c'est papa qui a mis ce plan en marche et qui a réussi. J'ai répondu. Avec ces réalités-là, est-ce que vous croyez toujours au salut du gouvernement de l'Union nationale? Le salut
du gouvernement d'union nationale qui n'existe pas encore. Ouais, mais la politique, quand les chefs ont dit, les chefs ont dit, donc parce ça que finira. vous, nos amis journalistes, vous aimez nous demander des choses métaphysiques pendant qu'on n'a pas encore vécu ça. Mais de toutes les façons, nous pensons qu'à ce stade, le geste que le chef de l'État a posé, c'est un geste d'ouverture qui est à saluer. Parce que souvent, en pareil cas, vous entendez les voix s'élever à gauche, à droite, qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on puisse un peu revoir les choses. Est-ce que les chemins, la direction qu'on a prise, est-ce que c'est la bonne qui va nous amener à la décrispation de la situation? Donc voilà, il y a toujours des propositions qui sont là, qu'on place sur la table. Alors, je crois que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, lui-même a tendu la main. D'accord. Parce qu'il sait que ce sont mes compatriotes. De toutes les façons, malgré tout ce qui peut nous déchirer, tout ce qui peut nous séparer, mais ce qui importe ici, c'est sauver la nation. C'est pour cela la génération crie d'alarme Sauvons le Congo et de la partie ne se laisse pas faire. C'est-à-dire, doit être là, voir à quel niveau on nous amène. Parce que, vous savez, nous n'avons que ce pays. Peut-être pour les autres, ils ont d'autres nationalités. Mais nous n'avons que ça. Quand on va nous prendre ça, nous serons où? Merci. Donc c'est pour cela que nous ne voulons pas faire la politique des chaises vides. Okay. Nous sommes là avec eux et nous proposons aussi, nous faisons nos propositions aussi pour que les choses marchent, que ce pays recouvre sa dignité. Merci. On va rapidement prendre la seconde thématique justement par rapport aux sanctions qui submergent le régime de Paul Kagame du Rwanda avec vraiment la communauté internationale qui semble enfin s'activer peut-être pour la République démocratique du Congo. On va d'ailleurs vous entendre. Alors, monsieur Josué Kazadi, le Rwanda submergé par les sanctions, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a l'Union européenne qui prépare aussi dans les coulisses les États-Unis qui ont d'abord sanctionné quelques personnalités distinctes justement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est-il en train de remporter maintenant, enfin, la bataille diplomatique sur le Rwanda? D'abord, il faudrait savoir que la guerre, elle se déroule sur plusieurs fronts. Ouais. Il y a le front diplomatique que nous avons exploité depuis très longtemps. Jusque-là, nous, peuple congolais, on n'a pas encore usé de nos armes jusqu'à ce jour. Nous sommes encore à la défensive. On n'a pas encore attaqué l'ennemi. Bien que nous avons identifié l'ennemi, on ne l'a pas attaqué. On s'est comporté comme État civilisé. Qu'est-ce que font les États civilisés? Aujourd'hui, nous avons une cuisine commune qui s'appelle les Nations Unies. Tout à fait. Nous avons approché les Nations Unies. Avant les Nations Unies, nous avons commencé au niveau africain, bien que l'Afrique n'a jamais résolu ses propres conflits, mais cherche toujours à ce qu'on lui laisse la résolution de ces conflits. Nous sommes allés au niveau des Nations Unies. Pour la première fois, ça n'a pas marché jusqu'à ce que Goma ait été pris. Maintenant, on commence à voir les lignes bouger. Si vous me demandez si ces sanctions portent du fruit, je dirais oui. Oui, pourquoi? Premièrement, parce que depuis 94, pour le dire, le Rwanda vit du marchandage. Qu'est-ce qu'il marchande? Son produit, c'est le génocide qui s'est passé. Un génocide qui n'a pas été créé par un peuple ou par le peuple congolais. C'est un génocide entre les Rwandais, entre eux. Oui, justement. Et aujourd'hui, ils nous imputent même ces génocides pour dire non, nous protégeons oui. On nous a sorti même certains bien habillés avec des tenues tout neufs. On se demande comment est-ce qu'ils se battaient, où ils ont pris les tenues avant de sortir. Et les Rwandais aujourd'hui se retrouvent asphyxiés. Déjà que son budget est tributaire de l'aide internationale. Oui. Et les grands donateurs sont ceux qui lui disent aujourd'hui, monsieur, on en a marre de ce que tu es en train de faire. On en a marre de gérer un enfant capricieux. Aujourd'hui, tu dois arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il y a ceci, ceci, ceci. Et le Rwanda, comme il n'a pas obtempéré, comme il n'a pas suivi la voie du dialogue, c'est comme ça que vous voyez les sanctions tomber. Et je pense que les sanctions ne vont pas s'arrêter. Et cela nous donne encore beaucoup plus de force. Le Rwanda, il a dit qu'il doit faire le choix entre la menace existentielle et ça c'est ce qu'il dit. Okay. Et parce que vous savez, avec les sanctions qu'il est en train de subir, c'est maintenant la population qui va subir les effets de ces sanctions. Pas lui, il est dans l'opulence. Et quand la population va se sentir asphyxiée, c'est la population qui va se révolter contre lui. Saura-t-il combattre sur 2 fronts, 3 fronts?
C'est la question, c'est ça même, c'est à ça que nous regardons le Rwanda aujourd'hui. Merci. Monsieur Mouima Kolo Patrick, voilà, il y a les observateurs qui estiment que oui, le budget, il est amputé, le budget rwandais, suite aux sanctions justement qui viennent et qui continuent à venir. Est-ce que vous pensez que là, c'est une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi? Sur le plan diplomatique, la victoire est en train de s'annoncer déjà. Parce que, vous savez, nous venons de très loin. Okay. Nous venons de l'abîme. Ce pays n'était pas considéré. C'est pour cela que moi j'ai toujours parlé le même langage avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il dit souvent que Mboka Oyo et Koufa, plusieurs l'ont condamné. Parce qu'ils ne savaient pas de quoi il parlait. C'était un pays déjà vendu par les prédécesseurs. Vous voyez? Et ce qui montre, parce que la qualité des accords signés et même les engagements qu'ils ont pris, nous avons l'impression que les autorités qui étaient là avant n'avaient aucun intérêt pour sauver ces Congos. Ça dépend du verre. Vous le voyez à moitié vide, l'autre. Écoutez, non, ça donne l'impression. Je dis bien, ça donne l'impression, je pèse mes mots. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui a l'amour de la patrie puisse arriver à poser sa signature sur de tels accords. À moins qu'on soit ignorant ou toi, mais voir le comme niveau... eux aussi, on vous a condamné sur l'adhésion à l'EAC. Non, mais tout qui ça s'avère être un peu inefficace aujourd'hui. Non, tout ça c'était la recherche des voies et moyens, comment faire face à l'état puteux de la RDC, dans lequel il se retrouve. Donc c'est-à-dire, on a trouvé le pays dans une situation très très minable. Alors il fallait maintenant chercher comment peut-être se liguer avec les forces régionales et tout ça, peut-être voir comment on peut, mais voilà. Ça a compliqué la situation, c'est-à-dire les décors étaient déjà plantés, tout était planifié pour que le chef de l'État échoue. Vous voyez, c'était comme ça, c'était prémédité. Alors, les décors comme ils étaient plantés, il faut maintenant trouver de nouvelles stratégies. C'est ce qui est en train d'être fait, parce que d'abord, cet homme-là, avec sa politique, je parle de Kagame. Kagame, avec sa politique, c'était juste travailler dans l'ombrage. Donc lui, c'était dans les coulisses seulement. Il ne voulait pas apparaître. Il aime poser beaucoup d'actions. C'est un véritable opérateur, mais qui aime travailler dans l'ombre et citer les autres. Oh, c'est M23. Oh, c'est NDP. Oh, c'est Mutebusi. Oh, c'est Boscon Tanganda. Et tout ça. Donc on crée, c'est Makenga, c'est tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est Nanga, AFC. Donc il est fort en ça. Il crée des personnages, mais c'est lui qui opère. Okay. Vous voyez, il est derrière là. Et il fallait d'abord le découvrir. Donc c'était un sous-marin. Alors maintenant, comme il est démasqué, vous voyez, c'est d'abord une première victoire. Parce que quand on parle de la victoire, rapidement, oui. La victoire, quand on est dans une guerre, on gagne des batailles. Vous voyez, tout ce qu'on a déjà fait jusque-là, ce sont des grandes batailles. Parce que on ne nous écoutait même pas. Tout ce que nous on parlait, on n'avait même pas droit à la parole. Il fallait que Kagame lui vienne parler et directement, on le considérait comme un meilleur des partenaires en Afrique. Donc, qu'il puisse exister pour les Européens, c'est comme ça. L'Union européenne considérait que c'est seulement Kagame qui était l'homme le plus civilisé. Alors, ce qui n'est pas quand même... ce qu'il faut vraiment saluer avec la diplomatie offensive il a parlé qu'on est plus dans la réaction là. Là, vous parlez de l'offensive. Non, mais non, écoutez, c'est-à-dire, ce n'est pas facile d'arracher une sanction des États-Unis, de l'Allemagne, non, il ne faut pas minimiser ces choses. Parce que, non, écoutez, quand vous marquez un but, c'est un but que vous avez marqué. Merci. Alors, il ne faut pas minimiser ça parce que depuis tout ce temps, on n'avait jamais marqué Juste une réaction dans 30 secondes, on prend la rue carton. Il y a une réaction. D'abord, je voudrais dire ici que la victoire diplomatique, si on doit la dire ici, elle relève du peuple congolais dans son entièreté. Aujourd'hui, c'est là, on s'en approprie, mais on sait qu'il y a eu des éléments. Aujourd'hui, c'est partout dans la diaspora où on voit les Congolais qui ne dorment plus, qui marchent devant les chancelleries pour porter la voix du Congo. Il est vrai qu'il y a quelqu'un qui est chargé de porter ce combat, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui fait un très bon travail, mais il ne faut pas aussi minimiser les cris de détresse de ce peuple.
à ça, j'ajoute aussi la manifestation qu'il y a eu devant les chancelleries à Kinshasa à la veille de la prise de Goma. C'est là montrer au monde que si vous ne prenez pas la décision qu'il faut, nous allons prendre la décision à notre manière et vous allez assumer. Et on va voilà, la rubrique carton dans les 2 minutes qui nous restent. Allez, Monsieur Mboui Makolo Patrick, déjà merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais offrir un carton vert au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été au four et au moulin, parce que tous les pions qu'il a placés ont fait un travail de titan. Vous parlez du gouvernement? Je parle du gouvernement. De quelques membres du gouvernement, bien sûr. Ah, mais vous n'avez pas dit tous les pions. C'est toujours les gouvernements. Tous les pions. Donc, tous les pions, c'est le gouvernement, c'est d'abord un collège. Mais la victoire, c'est pour l'ensemble du pays. Tout à fait. Tout le monde s'en approprie. Mais les pions qui étaient placés à la place qu'il fallait. Merci. Donc, c'est-à-dire, nous avons vu dans tous les compartiments, tous les fronts, tous les pions qui étaient placés dans chaque front. Vous avez vu même Moutamba par exemple. Nanga aujourd'hui il a peur, pourquoi, de quitter là-bas? C'est parce qu'il est déjà un condamné. Dès qu'il quitte là-bas sans négociation, sa place c'est en prison. Il sera décapité parce qu'il y a déjà la levée de le moratoire sur la peine de mort. Donc alors comprenez que tous les fronts ont bien fonctionné. C'est pour cela que nous saluons le coaching de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'encourageons, nous sommes derrière, nous voulons qu'il continue à avancer jusqu'à la fin pour arriver à la victoire finale. Merci. De la Première ministre aussi, quand même. Mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Bon, en fait, c'est parmi les pions qui ont joué un rôle important. Merci d'être là. Un carton rouge à la classe politique qui a attendu que le président hausse les tons pour se mettre en ligne de bataille et mobiliser le peuple. Le peuple se mobiliser de soi-même. Il fallait qu'il y ait des gens derrière ce peuple pour le stimuler davantage. Certains se sont démarqués, le président a parlé d'eux, je ne vais pas les citer, mais il a fallu qu'il appelle à l'ordre, surtout au remaniement, pour que nous voyons les guetteurs de postes se mettre en ligne de bataille pour séduire les stylos du chef de l'État. Merci à vous en tout cas. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'ici direct qui revient donc ce lundi déjà avec Rega Diana. Dans 3 minutes, ma montre faisant fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.